Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Député socialiste de l'Essonne, candidat déclaré à la présidentielle via la primaire du Parti socialiste. On va évidemment l'évoquer. On va parler de la rentrée de votre parti qui organise à partir de demain ses universités d'été, de vos propositions aussi listées dans ce livre. Jérôme Guedj, La République, c'est nous, votre livre qui sort aujourd'hui pour en finir avec l'indignité. Attaque à peine voilée contre Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, cette interview à la une ce matin de l'hebdomadaire Le Point, interview de François Hollande, ancien président socialiste, qui lui aussi va sortir un livre prochainement. L'ancien président qui fait un pas de plus vers la candidature. Il dit « Je me tiens prêt ». C'est un secret de polichinelle, cette possible Il l'a dit candidature depuis de plusieurs François mois Hollande. qu'il se préparait. François Hollande est une voix qui compte dans le débat public. C'est un de mes collègues à l'Assemblée nationale. Et comme à chaque fois qu'il publie un livre, et comme à chaque fois qu'il y a des livres politiques, mais a fortiori venant de François Hollande, je le lirai avec intérêt parce que on a besoin dans ce moment, et c'est l'objectif de la primaire qui va se mettre en place, même s'il a fait le choix de ne pas y participer, de montrer qu'il y a une alternative à ce duel annoncé et presque implacable entre le Rassemblement national et la France insoumise. Il y a une gauche républicaine, c'est celle que je veux incarner. Et donc, toutes les propositions seront les bienvenues pour saturer le débat public de ces propositions plutôt qu'elles ne se structurent, ce débat, autour de propositions Est-ce que maximalistes, c'est un souvent problème irréalistes. qu'il le fasse en dehors justement de la primaire du PS? Il dit « Je me tiens prêt si la situation l'exige en décembre ». Est-ce qu'il n'ajoute pas de la division à la division dans votre camp? Écoutez, on a réussi à mettre en place un processus de départage. Vous savez, moi, c'est au mois de février que j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle. Et j'ai dit à ce moment-là, en responsabilité, j'étais en effet le premier socialiste, parce que je ne me résignais pas à une sorte d'atonie, d'impuissance, et je le redis, à ce duel annoncé entre le Rassemblement national et la France insoumise. Depuis, un processus de départage peut se mettre en place. Et j'avais toujours dit depuis le début qu'il fallait jouer collectif, et c'est la raison pour laquelle, dimanche dernier, j'ai dit qu'évidemment, je souhaitais participer à ce processus de départage. D'autres font un choix différent. Mais dans ce moment-là, il faut qu'on joue collectif. Parce que les divisions, les aventures individuelles et le fait de ne pas constituer, moi j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait une dream team de cette gauche républicaine, universaliste, laïque, qui incarne justement l'alternative entre un macronisme qui se termine, entre évidemment la menace de l'extrême droite et puis l'hégémonie, il faut la nommer telle qu'elle pour l'instant, de la gauche radicale incarnée par la France insoumise. Jérôme Guedj, François Hollande, là, ne la joue pas collectif. Il dit que la primaire fournit socialiste... il fournit des idées, et mais ce sera il intéressant, dit... on va les regarder, on va en débattre. Et c'est ce que je fais aussi avec Il dit également, avec mon Jérôme livre. Guedj, il dit également, la plus grande urgence n'est plus simplement de rassembler les socialistes ou la gauche, mais d'unir les Français. Est-ce que vous perdez votre temps avec cette primaire? Vous savez, je me rappelle la phrase de François Mitterrand, que François Hollande ne peut pas ignorer non plus, et qu'il disait dans ce grand rendez-vous de l'élection présidentielle, il faut d'abord rassembler les socialistes pour rassembler la gauche et ensuite rassembler les Français. Et je partage tout à fait le point d'atterrissage de François Hollande. Il faudra, pour rassembler les Français et non pas les opposer les uns aux autres, non pas cliver, non pas singulariser, segmenter la société, en effet, rassembler, protéger, réparer. Et donc, le prochain président de la République, il aura à construire, d'une manière ou d'une autre, une forme de compromis républicain au regard des urgences qui traversent notre pays. Face à la transition écologique, face au renouveau de l'école, face à la crise du financement de la protection sociale, face aux enjeux du pouvoir d'achat pour que le travail paie dignement, il va falloir, personne ne peut avoir raison tout seul. Et vous savez, à la fois le RN et à la fois LFI nous disent on est capable d'avoir raison tout seul. Nous, il faut montrer qu'il y a un enjeu de rassemblement sur des convictions solidement trempées. C'est ce qui est mon caractère. Vous avez bien entendu, Jérôme Guedj, mais vous avez enjambé ma question qui était est-ce que cette primaire socialiste, elle est bien utile? Est-ce que vous ne perdez pas votre temps? Primaire fermée, en plus, on le rappelle à nos auditeurs, donc qui ne va pas avoir l'effet de souffle qu'il y a pu y avoir dans les primaires précédentes. Alors, permettez-moi d'abord de dire que cette primaire, elle est ouverte. Elle est ouverte à ceux, d'abord, qui sont adhérents du Parti socialiste et de Place Publique, ça c'est un fait, mais elle est surtout ouverte à tous ceux, et moi j'en rencontre tous les jours depuis des mois, qui sont les orphelins de cette gauche républicaine, qui se disent mais qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui a été dit depuis des mois et des années. Donc je le dis tout de suite, pour tordre le cou à l'idée de la primaire fermée, tous ceux qui ont envie de peser par leur choix pour éviter ce duel mortifère, ils pourront dans quelques jours venir s'inscrire sur ce site internet. Ils adhèrent pas
ni au Parti socialiste, ni à Place publique. Ils adhèrent au processus de cette primaire et ils vont donc pouvoir peser. Et c'est ça qui fait que du coup, cette primaire elle est extrêmement ouverte. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun favori dans cette primaire et que l'intelligence de ce peuple de gauche et de tous ceux qui sont attachés à une vision républicaine de la société pourront peser dans ce choix. Et c'est pour ça que je les invite à venir se mobiliser massivement. Il faut, je reprends les mots de Raphaël Glucksmann, qu'il y ait une submersion et qu'il y ait plusieurs dizaines, centaines de milliers de gens qui viennent participer. Et à partir de ce moment-là, en effet, c'est les idées qui vont être mises sur la table. Ça avait été 2 millions à des primaires précédentes. Mais avançons et évoquons votre livre. Contexte. Oui, vous évoquez, Jérôme Guedj, l'hégémonie de la France insoumise contre laquelle vous voulez vous battre. Vous en parlez beaucoup de la France insoumise dans votre livre « La République, c'est nous », qui est une référence à la sortie de Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, « La République, c'est moi », on s'en souvient, lors d'une perquisition du siège de son parti. Vous en faites carrément un adversaire de la France insoumise. Vous écrivez « Pour éviter le RN, il faut contenir LFI. Pour battre le premier, il faut combattre le deuxième ». Votre premier adversaire dans cette campagne, ce sera Jean-Luc Mélenchon d'abord? Non, mon premier adversaire, c'est le Rassemblement national. Mais je constate, avec le dépit et la douleur que beaucoup partagent, que Jean-Luc Mélenchon est devenu aujourd'hui un problème pour la gauche et pour la République. Il a fait un choix qui est celui d'imposer son style, sa méthode, ses propositions, dans un principe qui est celui de se soumettre ou se démettre. Et je le disais tout à l'heure, personne ne peut avoir raison tout seul, certainement pas à l'intérieur de la famille de la gauche. D'abord, j'ai une conception de la politique qui est celle de la dispute apaisée. Voilà. Et qui doit déboucher sur la construction de compromis. Et c'est le sens de mon livre. Vous savez, je ne parle pas tant que ça de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce n'est pas mon obsession individuelle, c'est une inquiétude collective aujourd'hui. Je considère qu'il constitue, sur la question des valeurs, mais aussi sur la question de la transformation qu'on doit procurer et produire pour ce pays, quelque chose qui nous mène plutôt dans l'impuissance. Donc, c'est la raison pour laquelle, après un chapitre, en effet, où je solde cette situation à partir de l'histoire qui a été celle que j'ai vécue avec Jean-Luc Mélenchon et que nous avons vécu collectivement à l'intérieur de la gauche. Au début de votre carrière politique, vous avez été son Je l'ai assistant accompagné, parlementaire. mais quand il était un socialiste républicain convaincu, universaliste, laïque, ce que moi je suis resté aujourd'hui, c'est-à-dire marcher sur les deux jambes de la transformation sociale. Moi, je m'inscris, c'est peut-être présomptueux, dans ce que Jean Jaurès nous disait, la question sociale et la question républicaine, la capacité de défendre de la même manière le mineur de Carmaux et le capitaine Dreyfus, parce qu'il ne peut pas y avoir de justice sans s'attaquer à la question des inégalités sociales, à la question du travail, à la question de la production, mais il ne peut pas y avoir non plus de liberté si les droits individuels, si l'injustice, si le combat contre le racisme et l'antisémitisme ne sont pas au cœur de l'engagement de ceux qui militent aujourd'hui. Jérôme Guedj, votre livre n'est pas uniquement sur Jean-Luc Mélenchon. Loin de là, mais je tiens à le dire parce que moi, c'est pas de problème personnel avec Jean-Luc Mélenchon. On vous a entendu sur ce point, mais vous le critiquez aussi sur ses accents révolutionnaires. Je vous cite, vous dites « On attendait de toi que tu fasses le Mitterrand pour rassembler et gouverner, mais tu t'obstines à faire le Che Guevara ». Est-ce que vous êtes sûr que dans cette campagne présidentielle, il va rester Che Guevara et pas plutôt mettre les habits de François Mitterrand? Il semble en prendre peut-être le chemin. Oui, mais vous voyez, moi je fais confiance dans le fait que les gens n'ont pas d'amnésie politique. On ne peut pas avoir pris les positions de brutalisation, de clivage, fait des jeux de mots sur les acteurs de la vie publique comme Raphaël Glucksmann à consonance juive pour faire rire de manière goguenard une salle. On ne peut pas brutaliser le débat public. On ne peut pas, je le redis, imposer ces thèmes et dire qu'on a raison tout seul. On ne peut pas s'asseoir sur l'universalisme républicain. Vous savez, on est pris dans une sorte de Janus identitaire où d'un côté on a le Rassemblement national qui nous dit c'est le grand remplacement, c'est immigration zéro, et puis de l'autre côté quelqu'un qui théorise une nouvelle France dans laquelle on renvoie à ses identités. Sur ce sujet, vous mettez un signe égal entre le RN et LFI sur la question de l'identité. Il y a des obsessions des deux côtés identiques. Pour moi, il y a avec le même risque. Il y a un mode de fonctionnement qui est commun, qui est celui de segmenter les Français. Voilà. Moi, je suis pour rassembler l'ensemble des Français. Et quand j'écris ce livre, quand je m'engage dans la vie politique, quand je m'engage dans la campagne présidentielle, je m'adresse à tous les électeurs. Je m'adresse à chaque fois que j'ai été candidat. Moi, je suis un élu local. Je suis matricé par mon engagement dans la réalité du territoire où j'ai grandi, l'Essonne et la ville de Massy. Je suis un gamin de la banlieue, un produit de la méritocratie républicaine. Et à chaque fois que me suis présenté devant le suffrage universel, je m'adressais à tout le monde. Et donc là, aujourd'hui, je m'adresse à la fois aux électeurs du Rassemblement national,
comme aux électeurs de la France insoumise et évidemment à l'ensemble des Français, en disant vos colères et vos inquiétudes, la nécessité de traiter la question du pouvoir d'achat, la question du fonctionnement des services publics, la question de la transition écologique, c'est des réponses qui doivent être apportées de manière crédible. Parce qu'aujourd'hui, et c'était le sens de la formule que j'ai utilisée, Mmh. on ne peut pas avoir raison tout seul et on ne peut pas cliver en permanence à l'intérieur de la société. Et donc, je parlais du refus de l'amnésie. Bien sûr qu'il va prendre un ton patelin, bien sûr qu'il va vouloir arrondir. Mais Mais ce Jérôme qu'il a Guedj, fait... vous avez vu les sondages, vous voyez les sondages en ce moment, la dynamique, elle est du côté de Jean-Luc Mélenchon. Différents sondages depuis le début de la semaine montrent qu'il y a plusieurs scénarios dans lesquels il est qualifié au second tour. Écoutez, moi, de ce que je lis en priorité dans l'ensemble des sondages, c'est que au premier tour de l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen qui caracole en tête avec un score qui est 2 fois supérieur Mais est-ce que à le celui candidat qui de suit. la gauche, c'est Et Jean-Luc deux, Mélenchon? ce Mm. que je lis aussi dans les sondages, c'est que au deuxième tour, le pire candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc, voter Jean-Luc Mélenchon, et là, j'abjure l'ensemble de ceux qui peuvent avoir cette tentation d'un vote utile ou pseudo-utile. C'est un vote stérile, c'est un vote d'impuissance, c'est un tapis rouge qui est déroulé pour le Rassemblement national, et d'où l'importance, et je le redis et je le martellerai avec l'enthousiasme et la passion qui me caractérisent, d'incarner cette gauche républicaine, cette gauche de transformation sociale qui s'inscrit dans le réel, qui est une gauche des solutions, qui est une gauche concrète, pragmatique, mais qui ne renonce pas. Moi, ma position, elle est claire. Je suis radicalement de gauche. S'attaquer aux maux de la société, la question de l'assurance maladie, la question de la santé, dont je voudrais qu'on parle davantage dans cette élection présidentielle, c'est une des principales préoccupations de nos concitoyens. En fait, une priorité de votre Mais j'en livre. fais une priorité. J'appelle ça la République du soin. Mmh. Le fait qu'on ne peut pas se sentir relégué en fonction du territoire où on habite, avec des déserts médicaux, ou en fonction de l'épaisseur de son portefeuille, pour pouvoir avoir accès à des soins de qualité quand on est frappé par la maladie longue, par la maladie chronique. Et cette injustice-là, elle doit être au cœur de l'engagement. Donc la question sociale et la question républicaine. Moi, je suis un de ces socialistes qui parlent de sécurité, qui parlent de défense, parce que la conflictualité internationale, elle doit évidemment nous préoccuper, qui considère que les enjeux de souveraineté économique, industrielle, pharmaceutique, agricole, mais aussi sur les questions d'immigration, doivent être mises avec sérénité dans le débat public. Et donc, je marche en effet sur ces deux jambes, la question sociale, la question républicaine, du lien et du régalien. Jérôme Guedj, député de l'Essonne, candidat à la présidentielle, vous restez avec nous. Cette campagne présidentielle va connaître son premier grand débat aujourd'hui. Ce sera cet après-midi à Roland-Garros lors des universités d'été du MEDEF. On va en parler dans un instant, juste après l'info en 1 minute à 8h46. C'est avec Marie Marty-Rossion. 2 personnes sont mortes à Caen après qu'une voiture a foncé contre des piétons hier soir devant la gare. Un peu moins de 10 personnes ont été blessées, dont certaines qui le sont gravement. Le suspect est un homme de 26 ans, interpellé et placé en garde à vue. Le maire de Caen, Aristide Olivier, parle, je cite, d'un drame absolu. Au moins 165 morts et plus d'un millier de disparus, dont beaucoup d'étrangers après cette crue spectaculaire hier à la frontière entre le Népal et le Tibet. C'est un glacier qui s'est effondré selon les spécialistes, déclenchant un séisme et des coulées de boue dans cette zone très touristique. Sodexo prévoit un nouveau plan social après un premier survenu en 2020. Le groupe français de restauration collective annonce la suppression à venir de plus d'un millier de postes dans l'Hexagone pour rester compétitif. C'est un tremblement de terre, dénoncent les syndicats. Et puis l'énorme désillusion pour l'Olympique lyonnais qui ne jouera pas en Ligue des Champions cette saison. L'OL battu 2-1 hier par le Fenerbahçe en match de barrage retour. Un match dont la fin a été émaillée de violence et de tension sur le terrain comme en tribune. France Info. Le 8-30 France Info, Camille Girard, Benjamin Recouvreur. Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne et candidat donc déclaré à la présidentielle via la primaire du Parti socialiste. Vous êtes notre invité ce matin du 8h30. On le disait, l'actualité politique du jour, c'est aussi ce premier grand débat de la présidentielle organisé par le MEDEF à l'occasion de leur université de rentrée. Défilé de candidats, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et Marine Tondelier vont se retrouver cet après-midi. Et il y en a un des candidats qui n'arrive pas les mains vides face au MEDEF, c'est Édouard Philippe qui, dès ce matin, a avancé une proposition. Il veut abaisser à 12 mois la durée de l'indemnisation chômage pour les moins de 50 ans. On le rappelle, la durée maximale, elle est aujourd'hui de 18 mois pour les moins de 55 ans. Comment vous réagissez à cette proposition d'Édouard Philippe ? Que c'est la pire des manières d'appréhender ce qui est le sujet et le défi principal auquel nous sommes confrontés.
et que moi, là aussi, et c'est pour ça que j'ai de longs développements dans le livre, qui est la question du financement de notre modèle social. Voilà, on a la chance d'avoir des piliers fantastiques dans notre pays. La sécurité sociale protège l'ensemble des Français. Puis sur la question républicaine, la laïcité, si on a le temps d'en parler, parce que c'est aussi un des enjeux principaux que je veux développer. Et pour réformer ce modèle social, il faut avoir une vision panoramique et mettre toutes les propositions sur la table. Là, si on fait par le bout de la lorgnette pour stigmatiser telle ou telle catégorie de la population, l'assurance chômage, c'est un système assurantiel. Et donc, changer les règles du jeu de cette nature, a fortiori, je le dis, il y a eu une précédente réforme. C'était sous Elisabeth Borne qui disait que c'était des mécanismes qui devaient être contracycliques en fonction du niveau du chômage. C'était leur argument, je ne le partageais pas totalement. On pouvait baisser les mécanismes d'indemnisation, de durée ou de montant si le taux de chômage était plus bas. La proposition d'Édouard Philippe, elle intervient au moment précisément où le chômage est en train de remonter. J'entendais dans vos journaux précédents le plan de départ volontaire ou peut-être de plan social chez Sodexo autour de 1000 emplois. Donc mais ce n'est pas la bonne manière d'apprendre les choses. Préoccupation aussi de la dette publique, des finances de l'État qui sont en très grande difficulté. Est-ce que l'État peut continuer à se permettre d'avoir le même modèle social ? Alors, nous sommes attachés à ce modèle social et pour le sauver, il faut le réformer, mais le réformer, je le redis, dans une vision panoramique. Moi, je suis un de ces socialistes qui n'a pas peur de dire qu'il faut faire des économies dans la dépense sociale. Il y a des dépenses qui ne sont pas pertinentes dans la dépense sociale. Exemple. Dans la dépense de l'assurance maladie, pareil, dans vos journaux, là, sur la pertinence des soins, sur l'industrie pharmaceutique, la proposition dont vous avez parlé dans vos journaux précédemment, de rallonger la durée de péremption des médicaments. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Je le cite également dans le livre, on estime à plus de 4 milliards d'euros des dépenses d'hospitalisation qui sont évitables parce que le système de santé, que ce soit en amont, dans la ville, dans les soins de premier recours ou en aval, dans les structures médico-sociales, ne sont pas adaptés. Il y a des prescriptions de médicaments, il y a des médicaments qui ont un service médical rendu faible. Bref, moi, je n'ai pas peur de dire qu'on peut faire des économies. Dans le même temps, la crise de la sécurité sociale, c'est aussi une crise des recettes. Et donc, si on veut être dans un effort partagé pour sauver notre modèle social et financer ceux des besoins qui ne le sont pas, je pense à la perte d'autonomie, je pense à l'accompagnement de la natalité avec le soutien aux familles et notamment aux familles monoparentales, je propose les allocations familiales versées dès le premier enfant, alors il faut aussi dégager des recettes. Oui. Et là, il y a une palette de mesures qui sont à mettre sur la table. Et on ne doit pas les mettre en pâture une par une. Par exemple, vous dites que vous êtes favorable à mettre à contribution les retraités les plus aisés s'il le faut. Ça veut dire que vous pourriez soutenir une désindexation des pensions, comme c'est arrivé dans le débat. Vous voyez, là, c'est le piège absolu quand on veut se frotter à la complexité du réel. La proposition que je fais, c'est de dire dès l'instant où on va mettre à contribution l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Les entreprises qui ont bénéficié d'un niveau d'exonération de cotisations sociales dont l'efficacité n'est pas avérée. Il y a 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales, un pognon de dingue. Elles ne sont pas toutes efficaces pour soutenir l'emploi et la compétitivité. Donc on doit pouvoir les revisiter, notamment en conditionnant le bénéfice de ces exonérations à une politique salariale pour soutenir le pouvoir d'achat. Voilà une piste. Il y a des niches sociales. Il y a des revenus du capital qui ne financent pas suffisamment la sécurité sociale. Il y a les droits de succession et l'héritage qui ne financent pas assez la sécurité sociale. Il y a l'intelligence artificielle qui va détruire massivement des emplois. Et ce ne sera pas immédiatement une destruction créatrice, comme disait Schumpeter. Et que par conséquent, il faut que l'IA qui détruit de l'emploi finance la protection sociale. Et si on fait tout ça, alors oui, j'ai l'honnêteté. Et vous voyez, en vous le disant à votre micro, je sais que je vais peut-être me mettre à dos des gens, mais dans ce courage de la vérité et de la nuance qui anime ma campagne, oui, les retraités doivent davantage financer la protection sociale et notamment ceux des risques auxquels ils sont immédiatement confrontés. Et je suis sûr qu'ils sont prêts à entendre que s'il faut participer à un effort supplémentaire pour permettre l'amélioration de la prise en charge dans les EHPAD ou dans les services à domicile. Parce qu'un de mes combats, c'est celui du grand âge et plus largement de l'ensemble des vulnérabilités qui ne sont pas assez prises en compte. C'était aussi une de mes priorités. Quand je dis pour en finir avec l'indignité, c'est l'indignité des réponses que nous apportons, notamment à ces vulnérabilités, notamment à ceux qui font vivre le pays. Les travailleurs qui accompagnent les métiers du lien, du soin, ces femmes souvent qui travaillent dans des EHPAD, dans des services à domicile, qui sont aides-soignantes, qui constituent ce lien tellement précieux pour notre pays.
Et Jérôme Guedj, justement, hein, vous le dites sur l'augmentation, l'indexation des retraites, si c'est 100% des retraites, ça nous coûte 15 milliards d'euros chaque année. Vous parliez des retraites, ça va être au cœur aussi de ce grand oral cet après-midi des différents candidats à la présidentielle. Tout le monde y va de sa proposition. Marine Le Pen propose un âge légal de départ à 62 ans qui peut être abaissé à 60 ans en fonction du nombre d'années de cotisation. François Hollande à 63 ans. Édouard Philippe veut rallonger aussi peut-être jusqu'à 67 ans. Il faut donc revoir notre modèle. Là-dessus, c'est un point sur lequel vous êtes d'accord. Il va falloir reprendre ce modèle. Et évidemment, vous savez, l'année dernière... Et assumer de le dire. L'année dernière, j'ai été de ceux qui, dans la négociation, parce que j'assume le compromis que nous avons construit avec Sébastien Lecornu, en élaborant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons obtenu la suspension de la réforme des retraites pour permettre précisément que l'élection présidentielle soit le rendez-vous démocratique qui permette de traiter de manière sereine le sujet qui avait été tellement mal abordé dans la réforme d'Elisabeth Borne. Et donc, oui, ce sujet-là, mais plus largement celui de notre modèle social et de la protection sociale, doit être abordé. C'est la raison pour laquelle, à mon tour, je formule des propositions avec quand même dans la méthode quelque chose d'essentiel. C'est les partenaires sociaux qui doivent gérer et piloter ce dispositif. Ils le font déjà, on l'oublie trop souvent, sur tout le système de l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire les retraites complémentaires. Précisément, un système vous, qui, ce que en plus, vous proposez, est c'est quoi? Supprimer l'âge de départ, l'âge légal de départ? C'est ça que vous voulez mettre sur la table? Alors c'est pareil, ça repose sur 3 piliers qui sont indissociables, donc il ne faut surtout pas les saucissonner. Oui, je pense que l'âge légal, l'espèce d'obsession et du débat qui se cristallise sur l'âge légal, il faut en sortir, parce que c'est un âge de contrainte. 62 ou 64 ans, c'est le fait de dire vous ne pouvez rien faire avant ou vous ne pouvez rien faire avant. Donc supprimer l'âge légal et considérer que c'est les seules annuités de cotisation qui sont déterminantes. Vous voulez aussi, parce qu'il faut qu'on accélère, mieux prendre en compte la pénibilité. Voilà, vous l'avez dit, la pénibilité. Et moi, je propose aussi parce que... Mais ça va coûter de l'argent aussi. Et je propose... C'est toujours la même question. Et je propose aussi, troisième volet, indissociable, après avoir pris en compte la pénibilité et les situations d'usure, de baisser un âge légal qu'on oublie trop souvent, qui est l'âge de départ à la retraite sans décote. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 10%, presque 10%, et notamment chez des femmes, qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans pour pouvoir liquider une retraite à taux plein. Et donc, je propose de baisser cet âge légal pour justement éviter les situations de retraités pauvres ou d'usure professionnelle posée jusqu'au bout. Alors oui, bien sûr, il y a la question du financement, mais elle rejoint ce que je vous évoquais précédemment, à savoir une réforme globale du financement de la protection sociale, dans laquelle chacun des Français se dit « je suis attaché à ce modèle », contribution plus équitable. De protéger. C'est ce que vous voulez, une contribution plus équitable de tous les acteurs. Il faut que tous les acteurs financent justement le modèle social pour qu'il continue à être efficace et à protéger les Français. J'y suis radicalement attaché. À propos de finances et de financement, Jérôme Guedj, pour finir, avant la présidentielle, il y aura le budget dans les prochains mois. Vous qui êtes tant attaché au compromis, vous allez essayer d'y aller à nouveau dans ce débat budgétaire pour réussir à sortir un budget. Les Insoumis disent déjà on va censurer. Dans quelques mois, il y a l'élection présidentielle. Donc, je vous dis que nous allons formuler samedi matin avec mes collègues socialistes un certain nombre de propositions, de priorités budgétaires autour des enjeux de la transition écologique, de la crise agricole larvée, et même plus que larvée, réelle, pour tous les agriculteurs confrontés aux conséquences de la canicule et au stress hydrique, sur la résilience après les incendies, et puis sur la priorité des priorités. Celle qui fera que cette gauche républicaine renoue avec les classes populaires, qui est la question du pouvoir d'achat, qui est la manière dont on augmente les salaires, comment le travail doit payer dignement. Vous parliez de la REF, j'y ai passé ma journée hier, parce que moi je discute avec tout le monde et avec les chefs d'entreprise. Voilà, les rencontres du MEDEF. Et moi j'ai fait passer qu'un seul message, je ne suis pas un décroissant, je suis pour que nous produisions plus, mais en travaillant tous et en travaillant mieux. Et donc voilà les enjeux que nous allons mettre sur la table dans le débat budgétaire. Et oui, je pense qu'il faut que nous puissions obtenir un compromis, parce que le grand rendez-vous démocratique, c'est pas de dire qu'on va censurer de manière stérile ce gouvernement, mais il y a un préalable, c'est que le gouvernement rentre dans cet état d'esprit. C'est que le 30 septembre, il ne nous propose pas un musée des horreurs avec, comme il l'a testé pendant l'été, des mesures comme le doublement des franchises médicales, qui est un impôt sur la maladie absolument injuste et que nous combattons résolument depuis des années. Donc, dans l'intérêt du pays, il faut que nous puissions discuter, mais il faut surtout, je le redis, que dans l'élection présidentielle qui vienne, les grands débats puissent trancher. C'est ce que je veux faire avec ma candidature de gauche républicaine. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Député socialiste de l'Essonne et candidat à la présidentielle, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin. Restez avec nous sur France Info, l'info continue.